Bienvenue dans cet épisode de Statch où nous allons revenir sur tout ce qu'il s'est passé à la WWE en décembre en 15 minutes environ. 205 Live. Pour la première fois depuis le début de Statch, il me semble, il n'y a pas de catcheur de 205 Live dans le classement. Il faut dire que le mois a été relativement calme. En termes de scénario, on peut surtout retenir que The Brian Kendrick a pris conscience que sous l'influence de Drew Gulak, c'était un connard. Et cette réalisation... Pas un canard, un connard. Et cette réalisation lui a permis de gagner le dernier match de la rivalité The Brian Kendrick et Akira Tozawa contre Drew Gulak et Jack G. Hideo Itami fait équipe avec Ariya Daivari désormais. Pour l'instant, ils écrasent leurs adversaires, mais ils n'ont pas encore d'équipe à affronter. J'imagine que c'est la prochaine étape pour Kendrick et Tozawa. Le souci, c'est que c'est toujours un peu fade les rivalités par équipe dans une division qui n'a pas de championnat par équipe. Janvier risque de donner un petit coup de fouet à la division puisqu'au Royal Rumble, Buddy Murphy devra défendre son titre dans un match à 4 dont les participants seront déterminés parmi ces hommes dans les semaines à venir. Raw! Undercard! L'équipe de Heath Slater et Rhino s'est séparée parce que Baron Corbin a ordonné un match entre les deux et le perdant se ferait virer. Donc Rhino s'est fait virer. Mais il est revenu à la fin du mois, donc c'était inutile. Lower Midcard! Les Authors of Pain ont perdu leur titre par équipe de Raw au profit de Chad Gable et Bobby Roode. Je vous renvoie à mes précédents stats pour comprendre ma conclusion. Ils ont peut-être eu le règne le plus pathétique de l'année. Bobby Lashley est dans une rivalité assez monotone avec Elias. Pour l'instant, le seul intérêt de cette histoire, ça a été le, attention, accent anglais incoming, le Miracle on 34th Street Fight qu'ils ont eu pour l'épisode de Raw de Noël, et qui était tellement cartoonesque qu'il est parvenu à être drôle. Up Midcard! Dean Ambrose est devenu le nouveau champion intercontinental à TLC, et malgré ça, je ne peux que lui accorder une mention déshonorable. Comme souvent, ce n'est pas de son fait, c'est l'écriture de son personnage qui est naze. Et je dirais même qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on lui a dit de faire. En l'occurrence, être germophobe. C'est ça son nouveau personnage depuis son heel turn. Et on l'a plus revu depuis sa victoire à TLC. En revanche, ça a été un bon mois, là encore, pour son adversaire, Seth Rollins, qui a certes perdu son titre, mais qui a eu un très bon match TLC contre Baron Corbin à Raw, donc Seth Rollins, 9ème place du classement de décembre. Non, alors par contre, celle qui m'a vraiment impressionné en décembre, et qui a même été la catcheuse la plus constante de Raw, c'est Natalya. Et croyez-moi, ça me surprend de dire ça, parce que quand on me dit potentiel gâché dans la division féminine, je pense Sasha Banks, Bayley, Mickie James, mais pas spécialement Natalya. Bah, non seulement elle a eu un match très captivant contre Ruby Riott à TLC, je vous renvoie à ma critique pour le détail, ensuite elle a gagné un gauntlet match de façon convaincante à Raw, avant de mener un combat particulièrement technique contre Ronda Rousey lors de la dernière semaine de décembre. Donc Natalya est 7ème du classement et franchement elle l'a pas volé. Main Event! Le Main Event de Raw est dans un état catastrophique. Roman Reigns est gravement malade, Braun Strowman est blessé, Brock Lesnar est absent, Seth Rollins est occupé par Dean Ambrose, ne reste que Drew McIntyre comme Main Eventer. Sauf que doucement, il y en a qui continuent de se faire remarquer. En effet, Dolph Ziggler a fait remarquer que Drew McIntyre commençait à oublier que s'il était populaire aujourd'hui, c'était grâce à lui. Le psychopathe écossais lui a répondu que non, qu'il se servait juste de Dolph depuis le début. Ziggler lui a donc maravé la gueule. Ça aurait pu être un bon face turn du show-off, mais non, son personnage reste juste Dolph Ziggler, quoi. Allez, mention déshonorable pour l'occasion manquée de retrouver un peu de fraîcheur dans son personnage. Un match a donc eu lieu, mais Finn Balor est intervenu coûtant le match à Drew McIntyre dans sa première défaite depuis son retour à la WWE en mai. À TLC, Dolph lui a rendu la monnaie de sa pièce en intervenant dans le match opposant Finn Balor à Drew McIntyre, et pouf, deuxième défaite. Ils ont donc réglé ça dans un match triple menace, et qui c'est qui l'a gagné? Finn Balor. Alors bon, d'un côté, ça coupe vachement l'élan que Drew McIntyre avait réussi à emmagasiner cette année. D'un autre côté, si on se dirige vers la présence de Finn Balor dans le main event, je demande à voir. Et dans mes vagabondes rêveries les plus sauvages et hallucinées, j'entrevois même la bête Brock Lesnar gisante aux pieds triomphants du roi démon. Je veux. Avant de passer à NXT, j'aimerais aborder un autre sujet. Le 17 décembre, tous les McMahon sont arrivés sur le ring pour dire que Raw était à chier et qu'ils allaient changer les choses. Et écoutez le public maintenant. Les deux épisodes diffusés depuis cette intervention n'ont montré que des signes très superficiels de changement, donc pour moi c'était de la grosse démagogie pour faire remonter des audiences qui ont battu des records de désintérêt. Et on parle d'une émission qui va sur ses 26 ans, avec ses hauts et ses bas. Eh ben elle a battu 4 fois son record de bas cette année. Donc
mention déshonorable. S'ils veulent faire mieux, autant qu'ils arrêtent de dire qu'ils font mieux et juste qu'ils fassent mieux. Le mois n'a été réellement dominé que par 2 rivalités à NXT ce mois-ci. D'abord, Heavy Machinery n'ont pas réussi à récupérer les titres de champion par équipe d'Undisputed Era, mais leur performance avec un S en général suffit à les placer à la 8ème place de mon classement. Ils vont passer sur le roster principal prochainement et je vous dirais bien que j'ai hâte, mais bon, je sens que c'est la fin d'une équipe très divertissante. Voyez cette 8ème place dans ce match comme un hommage. Oh. Par contre, la rivalité entre Tommaso Ciampa, Johnny Gargano et Aleister Black s'est développée d'une manière totalement inattendue. Enfin, moi je m'y attendais pas. Black avait vaincu Gargano à TakeOver War Games et j'étais sûr que c'était la fin de cette rivalité, mais le Dutch Destroyer a demandé son rematch contre Tommaso Ciampa le 5 décembre. Gargano l'a interrompu en le provoquant et Ciampa les a manipulés de telle sorte que les deux hommes se défient dans un match en cage. Mais dans ce match, le champion de la NXT est intervenu pour agresser Aleister Black. Et Johnny Gargano, blanc comme neige en début d'année, l'outsider qu'on voulait tous voir gagner, le héros du peuple Johnny Wrestling, s'est aligné avec le diable et a profité de la présence de Ciampa pour remporter ce match, qui a été à mon avis le meilleur match du mois de décembre. 4ème place pour Tommaso Ciampa et pour Johnny Gargano, 3ème place. Je ne connais pas très bien mon histoire de la WWE, mais je parierais que nous vivons la rivalité la mieux écrite et la plus élaborée de l'histoire de la compagnie avec leur histoire. Rappelez-vous, dans le stage de mai, j'étais déjà à fond dans cette histoire et est-ce qu'il y a une seule autre storyline qui a tenu jusqu'à maintenant? Non, cherchez pas, c'est non. Là, pour le coup, c'est historique dans l'histoire de la WWE. Dans 20 ans, on reparlera de Gargano et Ciampa. Undercard! Alors à SmackDown, il se passe beaucoup de rien. C'est incroyable, il y a plein de catcheurs et de catcheuses qui ne vont nulle part et pour rien. Genre, la rivalité de Rey Mysterio et de Randy Orton s'est terminée comme elle a commencé. Bon, Rey a gagné, mais ça n'a aucune importance. Carmella et R-Truth font un caméo par épisode. Mandy Rose et Sonya Deville filent un coup de main pour les gens qui ont de vraies storylines à l'occasion. Une espèce de maelstrom de l'undercard. Enfin, pour l'undercard seulement, parce que pour tout le reste, j'ai eu l'impression que... imaginez SmackDown et Raw, son frère. Et t'as Raw qui fait que de la merde, et SmackDown qui s'en sort pas mal du tout. Les parents craquent et disent « Dis donc, Raw, t'es à chier, va falloir tout changer en mieux et écouter un peu plus le public. » Et autant Raw s'en bat les couilles, autant SmackDown a pris ses conseils pour lui. Vous allez voir. Lower Midcard! Déjà, une critique qui revenait souvent chez SmackDown, c'est que malgré la présence de presque toutes les excellentes équipes de la WWE, dans leur roster, les rivalités tournaient souvent autour de The Bar, le New Day et les Usos. Ben, bim, Gallows et Anderson et Sanity ont été remis sur le devant de la scène, ce qui est très cool. Bon, Sanity gagne toujours pas, mais on n'en est plus là. Hein. Je vous rappelle qu'ils étaient brillants à la NXT. Bon. Ils ont débuté en juin à SmackDown. Bon. Ils ont eu 7 matchs cette année, ils en ont gagné 1. Bon. En revanche, il y a une rivalité sans véritable enjeu mais assez sympa entre Jeff Hardy et Samoa Joe. Tout a commencé quand Jeff Hardy fêtait ses 20 ans de carrière. Samoa Joe est intervenu, prétextant qu'il pensait prendre une bouteille de champagne, mais que c'était peut-être pas une bonne idée, près de Jeff Hardy. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeff Hardy, le gars revient de loin. Il a ses démons, notamment de très gros problèmes d'alcool et de drogue, qu'il a combattus et vaincus. Mais Joe estime qu'il ne les a pas vaincus, que ces démons referont surface et qu'il ne voit pas l'intérêt de célébrer la faiblesse. Le thème de l'excès teint leur rivalité de façon assez pertinente. Par exemple, Hardy s'est fait disqualifier en se laissant provoquer par Samoa Joe sans écouter les avertissements de l'arbitre. Enfin, c'est très sympa et j'ai hâte de voir où ça va. Up Midcard! Quand Shane McMahon a été officiellement reconnu comme le meilleur catcheur du monde, il n'y avait qu'une seule façon de rendre ça pas trop difficile à avaler. En faire une histoire intéressante derrière. The Miz essaye très fort. Le scénario entre The Miz et Shane McMahon semble se diriger vers un match à WrestleMania entre les deux, mais je sais pas vraiment. En fait, Miz prétend que, comme il a gagné les 2 premiers matchs du tournoi pour déterminer le meilleur catcheur au monde, et Shane le dernier, il formerait à eux deux la meilleure équipe au monde. Ils ont commencé cette histoire de façon comique, The Miz traitant le trophée comme si c'était leur enfant, demandant à Vince McMahon, donc le père de Shane McMahon et patron de la WWE, sa bénédiction pour leur équipe. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs, mais le 25 décembre, le A-Lister a révélé, dans un segment assez touchant, que s'il voulait tant être en équipe avec Shane McMahon, c'était pour que son père, très sévère, soit fier de lui. Ça m'agace un peu de voir Shane O'Mac dans une rivalité où il serait le meilleur catcheur au monde, alors que clairement, c'est le Miz
qui rend cette histoire presque bonne. Presque. Comment tu te sens quand un catcheur que tu aimes beaucoup perd sa ceinture après un règne ridicule, mais aux mains d'un autre catcheur que t'aimes beaucoup? Ce mois-ci, Rusev a vaincu Shinsuke Nakamura pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Depuis que le japonais avait remporté le titre en juillet, il n'avait pas eu une seule storyline et paf, il a un embryon de storyline et il perd le titre. Mais c'est à Rusev, un catcheur qui est, je pense, nettement plus populaire que lui. Donc j'espère vraiment que Rusev réussira à redonner quelques lettres de noblesse au titre américain parce que ça aura vraiment été une blague cette année. Main Event! On va aborder le sujet qui fâche d'entrée de jeu. Non, Becky Lynch n'est pas première du classement ce mois-ci. Pire, elle n'est même pas dans le top 5. Et en même temps, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle a fait ce mois-ci à part perdre son titre dans un match vraiment excellent? Voilà, ça n'a pas été un bon mois pour The Man, qui parvient tout de même à se hisser à la 6ème place. Comment qu'elle a fait ça? Elle a été le deuxième meilleur élément de la rivalité à 3 entre elle, Charlotte Flair et Asuka, qui s'est terminée à TLC, dans le meilleur match de la soirée et du mois sur le roster principal d'après moi, par la victoire de la japonaise suite à une intervention de Ronda Rousey. La nouvelle championne récupère donc la 2ème place du classement, et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir quitté les mentions déshonorables. Si elle pouvait passer toute l'année championne comme Pete Dunne ou l'Undisputed Era côté NXT, ce serait formidable. Non, en revanche, ce qui fut fort cool ce mois-ci, c'est la mise en avant de 2 nouveaux talents à SmackDown dans le Main Event. À l'excellente rivalité entre Daniel Bryan et AJ Styles sont venus se greffer 2 stars de demain, Mustafa Ali et Andrade Cien Almas. Là encore, comme si SmackDown appliquait ce qu'on avait demandé à Raw d'appliquer. Mustafa Ali a même gagné un match par équipe en faisant le tomber sur Daniel Bryan, l'actuel champion de la WWE. Alors, Ali mérite la 5ème place du classement, malheureusement Andrade n'y est toujours pas, j'attends toujours qu'il gagne. AJ Styles n'y est pas non plus, mais rassurez-vous, le prochain stage concerne toute l'année de 2018 et il pourra enfin se venger de toutes ses absences dans cette émission. En revanche, comment ne pas adorer le personnage de Daniel Bryan? Il récupère encore la 1ère place du classement, mais je sais pas comment vous faire comprendre le génie du gars. Enfin si, je sais, la WWE est allée à Fresno en Californie. Il les a engueulés parce que Fresno est la ville la plus polluante de l'État. Les gens ont applaudi. Il est tellement bon pour se faire haïr qu'il a fait applaudir la pollution. Daniel Bryan est un véritable cadeau pour tous les fans de catch. Ses promos et ses matchs sont géants. Il parlait de remplacer la ceinture de la WWE par une ceinture qui ne contient pas de cuir. Ce serait pas la première fois qu'un champion crée un nouveau design de ceinture pour lui-même. Et franchement, j'adorerais le voir aller jusqu'au bout de sa démarche. Ce serait à la fois cohérent, progressiste, irrespectueux... en fait, un acte cohérent à la fois pour l'immonde connard qu'est son personnage et la merveilleuse personne qu'il semble être dans la vraie vie. Daniel Bryan est mort, vive le nouveau Daniel Bryan. D'ailleurs, ça me donne une transition toute trouvée pour ma citation du mois, puisqu'elle vient, là encore, de Daniel Bryan. R-Truth était déguisé en Père Noël et ça a un peu agacé le nouveau Daniel Bryan, pas super fan de la période des fêtes, qui l'a engueulé en ces termes. Vos désirs matériels triviaux nous ont coûté la moitié de la barrière de corail. Vos désirs matériels triviaux ont créé des îles entières de déchets dans l'océan. Ils font fondre les banquises, ils font monter le niveau de la mer, et dans 20 ans, il n'y aura plus de pôle Nord, et il n'y aura plus de Père Noël. On va terminer ce stage par le hashtag Regal du mois, et les SA cette fois-ci s'inquiètent des propos des McMahon et tient à se renseigner. Salut Lynx, j'ai une petite question. Avec la reprise de Raw et de SmackDown par les McMahon, est-ce que le poste de General Manager disparaît? Oui. En janvier, on se retrouve dans la nuit du 26 au 27 pour NXT TakeOver Phoenix sur le WWE Network et dans la nuit du 27 au 28 sur AB1 pour le Royal Rumble, l'un des 4 gros événements de l'année. Et sinon toujours les programmes hebdomadaires, Raw et SmackDown sur AB1 les mercredis et vendredis soirs à 20h40 et NXT et 205 Live sur le WWE Network. On se retrouve très bientôt pour le stage de 2018 où je vous donnerai également les ceintures qui ont eu le plus de valeur cette année à la WWE, les meilleurs champions par titre, le meilleur match de l'année, la meilleure citation de l'année et mon classement des 50 catcheurs et catcheuses de 2018. N'oublie pas de t'abonner, mets-moi ton pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!